Alors, parce que les archives ne laissent personne ni aucun domaine indifférent, on en parle. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du talk show de l'ONG Archiviste et Leader International dénommé Open. Émission qui vise à ouvrir au grand public l'importance et les bénéfices d'une bonne gestion des archives dans nos administrations et services en Afrique. Aujourd'hui, Archiviste et Leader International brise un tabou, celui de la gestion des données de santé. Dans nos hôpitaux, derrière chaque acte médical, il y a un dossier. Si le médecin soigne, l'archive protège. Pourtant, en Afrique, le dossier patient est encore trop souvent le maillon faible de notre système de santé. Pour en parler, nous avons l'immense privilège de recevoir une voix de terrain, un médecin, entrepreneur et conseiller des plus hautes autorités du Gabon. Notre invité du jour, Dr Okom Essima Régine, épouse Mabiala. Au nom de l'ONG Archivistes et Leaders, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de partager votre expertise et expérience de praticienne avec notre communauté. Bonjour, docteur. Bonjour. Le docteur Okom cumule plus de 20 ans d'expérience. Elle est médecin spécialisée dans la gestion des structures hospitalières et gestion des systèmes de santé. Praticienne engagée, elle a exercé dans plusieurs structures médicales publiques et privées du Gabon, puis conseillère et médecin-chef des sociétés telles que Shell Gabon, Asala. Elle a fait un petit tour également au Nigeria pour le compte de Shell Gabon et aux États-Unis au compte du ministère de la Défense américaine dans le cadre de leur projet VIH-Sida. Elle est fondatrice de la Polyclinique Martinica et depuis un an, conseillère spéciale du président de la République gabonaise, chef de département adjoint santé et affaires sociales. Docteur Okom, cette présentation est bien sûr succincte au regard de votre riche parcours. Souhaitez-vous ajouter, préciser quelque chose avant que nous ne débutions? Merci beaucoup pour l'opportunité que votre association me donne aujourd'hui de pouvoir m'exprimer sur la question de l'archivage dans le secteur de la santé, qui pour moi était sujet très important. Et il faut dire que dans la spécialité justement de la gestion des systèmes de santé, l'archivage des documents médicaux, des documents sanitaires, des données sanitaires est capital. Et donc pour moi, juste dire que ce pan de la sécurité sanitaire qui est pas très bien connu, et c'est quelque chose d'important et cela me fait plaisir de pouvoir en parler aujourd'hui. Encore merci d'avoir accepté de nous parler sans filtre de la réalité de la gestion documentaire dans le secteur médical dans nos pays. À l'entame donc de cette interview, dites-nous en quelques mots en quoi consiste la gestion des structures hospitalières et gestion des systèmes de santé, bien évidemment. Et si, c'est vrai que vous avez un peu anticipé, mais si on pense vraiment à l'archivage dans les stratégies qui sont mises en place. D'accord, merci beaucoup. Pour ce qui est de la gestion hospitalière, c'est l'ensemble des activités qui permettent en fait d'organiser tout ce qui concerne la gestion des différentes activités d'un hôpital fait partie de la gestion hospitalière. Et donc, il s'agit là de la gestion administrative de l'hôpital,
de la gestion des soins de l'hôpital et aussi de la gestion de tout ce qui est métier support au niveau d'une structure hospitalière. Pour ce qui est de la gestion des systèmes de santé, la gestion des systèmes de santé, c'est l'ensemble des activités qui permettent d'organiser, piloter et améliorer le fonctionnement d'un système de santé, c'est-à-dire au niveau d'un pays. En fait, là, la dimension est différente parce que la gestion du système de santé, elle se fait dans une dimension beaucoup plus grande que celle de la gestion hospitalière qui concerne l'établissement sanitaire. La gestion du système de santé, c'est vraiment l'organisation complète, le pilotage et l'amélioration du fonctionnement d'un système de santé afin d'assurer à la population des soins accessibles, de qualité et des soins durables. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi votre routine d'accès aux antécédents diagnostiques et traitements ultérieurs d'un patient? D'accord. Dans ma peau de praticienne, il nous arrive très souvent, lorsque nous avons un patient, de vouloir de connaître en fait ses antécédents, des diagnostics qui ont été établis chez le patient et des traitements prescrits. En général, ce que nous faisons, c'est repartir dans le dossier médical de la personne, qui est souvent un dossier papier. Et donc, nous repartons dans le dossier médical de la personne, dans lequel ses antécédents, les diagnostics et les traitements ultérieurs sont normalement notés. Je dis bien normalement parce que ce n'est pas toujours le cas. Et il faut dire que dans l'exercice médical, dans l'examen médical du patient, le premier point, c'est l'interrogatoire du patient. Et dans l'interrogatoire, nous faisons les antécédents du patient. Et donc, ces antécédents-là doivent être notés parce que ces antécédents ont une incidence sur le diagnostic et le traitement. Et donc, pour y accéder, en général, nous repartons dans le dossier médical papier, en général, du patient. Et ces dossiers médicaux sont facilement accessibles? Non, honnêtement, non. La réalité, c'est que nous voulons avoir facilement les informations, mais nous ne les rangeons pas afin qu'elles nous permettent d'être accessibles. Le problème que nous avons aujourd'hui, en général, dans nos hôpitaux, c'est justement ce problème de base de données des patients. Et donc, souvent, un patient qui va revenir 6 mois ou 1 an plus tard, qui a besoin de ces données, souvent, c'est très difficile. Et parfois, nous sommes obligés de repasser encore par un interrogatoire du patient, ce qui n'est pas très confortable. Alors, docteur, à votre avis, combien de temps perd un médecin africain chaque jour à chercher un dossier manquant? Et puis, pensez-vous que ça constitue un danger réel pour le soin? Oui, je dirais le temps estimé, je vais pas m'avancer, je vais parler par rapport à mon expérience personnelle. Il y a environ 3 mois, nous avons passé à peu près 2 heures pour retrouver le dossier d'un patient. Et ça a été vraiment un gros choc pour moi parce que je pensais avoir les données bien rangées. Et là, ça a été difficile parce que en même temps, le patient était aux urgences. Il était dans une situation d'inconscience et donc ne pouvait pas nous dire certaines choses. Et il était important pour nous d'avoir ces données. Donc, de mon expérience, le plus longtemps que j'ai eu, c'est 2 mois, mais je sais que d'autres mettent jusqu'à, c'est 2 heures, mais je sais que d'autres mettent jusqu'à 2, 3 mois pour retrouver le dossier d'un patient. Alors, avez-vous déjà vécu une situation, je pense que vous venez déjà d'anticiper, parce que cette situation d'absence d'antécédents écrits et qui a failli conduire à une erreur médicale grave.
Alors, par rapport je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à une telle situation où vous n'aviez pas de dossier, donc d'informations sur les antécédents d'un patient. Oui, nous avons déjà été, j'ai déjà été confrontée à cette situation, notamment un patient en fait que je n'avais pas reçu, qu'un de mes collègues avait reçu avant moi. Et donc, je n'avais pas d'informations sur le patient. Lorsque le patient arrive, il arrive justement dans cette situation je vais dire, coma. Et donc, il faut le prendre en charge. Il arrive, ce sont des voisins qui le déposent, donc ils n'ont aucune information sur lui. Et lorsque l'on cherche le dossier, parce que on reconnaît bien que ce patient a déjà été vu à la clinique, lorsqu'on se met à chercher le dossier, on se rend compte qu'on ne retrouve pas le dossier. Et là, qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre? Qui peut mettre en danger le patient? Et tout ça, c'est-à-dire que vous mettez, cela fait qu'il y a du retard dans la prise en charge, parce que là, vous êtes obligé de faire certaines choses pour être sûr de ne pas mettre la vie du patient en danger. Je m'explique. Par exemple, si le patient est diabétique ou pas, il faut qu'on le sache. Si on ne le sait pas, on ne sait pas quelle soluté mettre exactement. Et donc, on va d'abord mettre un soluté neutre. Mais s'il nous fait une hypoglycémie, qui est, c'est-à-dire la baisse du taux de sucre, qui est rapidement fatale, on ne peut pas y penser directement lorsqu'une personne vient dans le coma. Mais si on sait qu'elle est diabétique, on va se dire, ah, peut-être qu'il nous fait un coma hyperglycémique ou hypoglycémique. Et donc, ça change complètement la donne parce qu'on sait déjà comment agir. Et ça, c'est dommage parce que ça retarde la prise en charge parce que nous sommes obligés de refaire certains examens sur le patient qui vont nous montrer plus ou moins l'état général du patient avant de passer à la prise en charge effective. Et qui ne reste pas sans danger. Parce que lorsque nous faisons la prise en charge, il se peut qu'il y ait des antécédents méconnus qui ne sont pas forcément liés, qui ne sont pas forcément vus sur les examens biologiques. Et les produits que nous allons mettre vont mettre le patient en danger. Et cette situation, je l'ai déjà vécue et elle est très inconfortable. On imagine. Alors, Oui. en vous écoutant, vous faites toujours référence à l'utilisation des dossiers encore en format papier. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans la digitalisation. Que pensez-vous de la numérisation des dossiers médicaux? Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'incontournable. Aujourd'hui, ça devrait être la norme pour moi. La numérisation des dossiers médicaux devrait être la norme parce qu'elle va permettre justement l'accessibilité de ces données-là et améliorer clairement la, la qualité des soins, sans parler même du côté juridique de la chose. Parce que au niveau juridique, s'il y a des poursuites judiciaires, le fait d'avoir un dossier médical numérisé nous permet de facilement d'avoir accès aux données et de partager les torts, de savoir exactement quels sont les torts. Et donc, pour moi, aujourd'hui, la numération des dossiers médicaux est capitale et elle est même incontournable. Et si on poursuit dans cette lancée, vous pensez quelle serait, d'après vous, la plus-value de cet archivage numérique dans le secteur de la santé? Dans le secteur de la santé, il faut dire que pour moi, euh, l'archivage numérique va apporter la sécurité parce que les données sont gardées en lieu sécurisé, ce qui n'est pas toujours le cas des données numériques et des données physiques. Cela va apporter la continuité, c'est-à-dire qu'un patient, ce n'est pas, je vais employer ce terme-là, ce n'est pas une photo, c'est une vidéo. Aujourd'hui, nous avons un patient, mais c'est son ancienne image qui va évoluer. Et ça nous permet d'avoir cette image-là. Il y a une traçabilité aussi. Qu'est-ce qui a déjà été fait sur le patient? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui doit être fait désormais? Il y a aussi la résilience, parce que ça nous permet en fait de travailler sans stress.
ça nous permet en fait de travailler de la meilleure façon possible parce que lorsque tu as tous les outils pour travailler, tu donnes de meilleurs résultats. Et l'autre point que je vois, c'est la valorisation stratégique des données. Parce que la réalité, c'est que le fait d'avoir un archivage numérique, il nous permet de pouvoir avoir des statistiques claires et de pouvoir prendre certaines décisions, même en termes de santé publique. Et donc, pour moi, l'archivage numérique, ce n'est pas seulement de conserver des documents, il s'agit ici de sécuriser la mémoire sanitaire d'un pays. Sécuriser la mémoire sanitaire et en faire un outil qui permet en fait que les choses, un outil de décision et d'innovation. Un outil stratégie, on dira-t-on. Oui. Alors, Oui. comment assurez-vous aujourd'hui la sécurité et la confidentialité des dossiers médicaux? Bon, nous sommes dans des critères qui vont dire anciens. C'est-à-dire les dossiers médicaux doivent être gardés dans un lieu privé qui n'est pas accessible à tout le monde, un lieu fermé dont les clés ne sont pas accessibles à tous. Mais je dis bien, ce sont des critères anciens. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Ancien, pourquoi? Parce que la réalité, c'est que le jour où vous avez un cambriolage, je vais dire à l'hôpital, vous n'allez pas leur dire que cette armoire n'y touchez pas, parce que ce sont les dossiers médicaux. Et ce qui fait que certains dossiers médicaux peuvent être mis sur je vais dire ça, sur la place publique simplement parce qu'il y a eu un défaut de rangement. Et c'est ce que nous vivons. Il suffit que une femme de ménage ou un chargé d'entretien rentre dans la salle et qu'on n'a pas fermé correctement, et il peut avoir accès aux dossiers médicaux. Et donc, c'est un peu la conservation que nous faisons aujourd'hui, mais qui n'assure pas la sécurité réelle de nos dossiers médicaux. Alors, vous avez plus de 20 ans d'expérience. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce cas-là, donc un cas de litige, de poursuite pour faute médicale ou de plainte d'un patient. Alors, comment un dossier médical parfaitement archivé devient-il la seule protection légale du médecin et de l'hôpital? Nous avons été souvent confrontés à des situations de plainte de patients pour des traitements ou des examens non faits ou des traitements mal administrés. Et c'est le dossier médical qui a souvent été notre arbitre. Parce qu'en général, lorsque la personne vient pour porter plainte, la première chose que nous faisons, c'est prendre le dossier médical et de l'ouvrir en présence du patient. Et lorsque le dossier médical est ouvert, nous avons normalement devoir de mettre des informations claires, la date, le médecin qui a posé l'acte, le nom du médecin et tout ce qui a été fait sur le patient. Et cela permet souvent de pouvoir régler des situations conflictuelles. Malheureusement, lorsque ce dossier-là n'est pas accessible, le patient peut parfois penser à un refus de pouvoir obtempérer ou un refus, en fait, une reconnaissance de l'erreur médicale. Il faut dire que c'est une situation que nous avons vécue très récemment. Nous avons eu une plainte d'un patient dont le dossier médical aurait été utilisé pour d'autres fins. Je vais dire ça comme ça. Mais nous n'avions pas la possibilité de savoir qui avait eu accès en dernier à ce dossier médical. Et ça, ce sont les limites du dossier médical papier. Parce que l'avantage du dossier médical numérique, c'est qu'à chaque fois qu'il est consulté, il y a une traçabilité de la personne qui a pu le consulter.
Et donc, nous nous sommes retrouvés sans preuve devant des tribunaux, sans un mot, parce que la réalité, c'est que nous n'avions rien. Et la personne avait toutes les preuves de son côté de la mauvaise utilisation de son dossier médical. Et nous n'avons rien qui pouvait faire en sorte que nous puissions nous défaire de cette situation. Et cela a été une situation qui nous a permis de mettre en place un système aujourd'hui qui permet que lorsque quelqu'un consulte le dossier médical, il puisse signer, mais c'est fait de main d'homme. Et tant que c'est fait de main d'homme, il peut toujours avoir des écarts dans le système, c'est-à-dire des failles. Et ça, je pense que c'est le dossier médical numérique qui peut aider. Parce que sous d'autres cieux, lorsque j'ai vu des dossiers numériques médicaux, dès que tu rentrais sur la plateforme, on savait qui était rentré. Et ça, c'était juste impeccable. Et ça permettait, ce problème-là aurait été résolu parce qu'on aurait su exactement qui a exploité ce dossier médical-là à la période de la plainte, en fait, à la période correspondant à la période de la plainte. Et donc, c'est des choses vécues. Pour moi, ça c'est mon vécu personnel, mais j'ai des collègues qui se sont retrouvés dans des tribunaux pour le dossier médical qui n'est pas à jour, pour le dossier médical qui n'a pas d'informations, pour des plaintes dont ils n'ont pas de justification, ainsi de suite. Voilà un peu. Euh, Partant justement de ces expériences-là, est-ce que on peut dire qu'une mauvaise gestion des archives appauvrit nos hôpitaux et également l'image qu'on peut avoir de nos médecins? Ah oui, vous savez, les archives aujourd'hui, je vous avoue qu'il y a quelques années, je n'en voyais pas trop l'utilité. Mais aujourd'hui, pour moi, les archives médicales c'était normalement ça mon mot de fin, c'est vraiment ce que la fondation est pour un établissement, c'est-à-dire pour un immeuble, pour une bâtisse. Pour moi, les archives représentent vraiment ça aujourd'hui, c'est-à-dire plus loin tu veux aller, mieux rangées, mieux conservées doivent être tes archives. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, pour moi, les archives sont quelque chose je disais tout à l'heure, capital. Et la mauvaise gestion de nos archives peut emmener un médecin jusqu'à perdre ses droits d'exercer, peut emmener à ce qu'un médecin soit radié. Parce qu'un médecin qui ne peut pas prouver de la bonne foi de ses actes, ou qu'ils soient des actes de prescription ou des actes médicaux posés, ben, n'a aucune preuve au niveau judiciaire de ce qui a été fait. Et donc, c'est la parole du patient contre sa parole. Et malheureusement, cela peut aller dans le monde médical, ça va très vite. C'est-à-dire que tant que tu ne peux pas véritablement prouver ton innocence, ben, tu es coupable. Et cette culpabilité peut aller jusqu'à être radiée de l'ordre des médecins et à demander à ce que la personne ne puisse plus exercer son métier. Et donc, le médecin gagnerait vraiment à avoir des archives solides et une traçabilité de tout ce qu'il fait. Alors, pour vous, sans archiviste professionnel pour organiser les données médicales, est-il possible de faire de la recherche scientifique sérieuse chez nous? Non, non, clairement non. À chacun son métier. D'accord? Nous, on sait comment administrer des injections, des comprimés, et les archivistes savent comment organiser justement nos archives afin qu'elles nous soient utiles. Et sans archiviste professionnel, nous allons en fait construire sur du sable parce que nous ne saurons pas exactement comment archiver,
je pense que je m'y connais vraiment pas du tout en archivage, mais vraiment pas du tout. Lorsque j'archive, en général, de façon personnelle, j'archive par ordre alphabétique, point. Donc, je ne connais pas plus que ça en termes d'archives, mais il est important que l'on sache que les archives, ce n'est pas juste une profession, je vais dire, de décoration. Ces archivistes professionnels, ce sont des personnes qui détiennent la mémoire d'une structure ou d'un système de santé. Et le fait de détenir cela va permettre d'anticiper sur plusieurs choses. Anticiper par rapport aux préventions. On va par exemple remarquer qu'il y a toujours eu, au bout de 10 ans, une épidémie dans tel domaine, au bout dans telle zone, voilà ce qui apparaît le plus souvent. En fait, l'archiviste, dans le monde de la santé professionnelle, vient compléter le métier de l'épidémiologiste. Même pas compléter, il vient aider parce que c'est lui qui fait les premiers, qui garde les données qui permettent à un épidémiologiste de travailler et de prendre des décisions. Et donc, avoir des archivistes professionnels, c'est capital pour des décisions de santé publique, pour les politiques de santé publique. Et donc, comme je disais, faire de la recherche scientifique sans données rangées, sans véritables données, comment on fait ça? Comment j'essaie en fait de répondre, mais comment ça se fait? J'ai vu lorsque j'ai fait ma thèse de médecine, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que j'ai fait une thèse de recherche sur le VIH-Sida et il fallait voir le nombre de personnes accueillies au centre, le nombre de personnes sous traitement, le nombre de personnes qui n'avaient pas répondu favorablement au traitement. Mais je vous assure que pour une des données qu'on aurait pu avoir en moins d'un mois, pour la collecte des données, j'ai pris 6 mois à 1 an pour collecter seulement les données. Et c'était extrêmement difficile, mais je suis sûre que si des archivistes professionnels avaient été là, cette recherche scientifique-là aurait été plus agréable et plus facile pour moi. Et donc, il est difficile, il est même, je dirais aujourd'hui, impossible de faire de la recherche scientifique sérieuse sans des archivistes professionnels. Alors, on parle toujours de votre expérience du terrain. Est-ce Oui. que vous pensez aujourd'hui qu'il y a des archivistes dans nos hôpitaux? Et que pensez-vous aussi du recrutement de ces professionnels-là? Bon, je vais dire que les services existent. Mm. Les services existent parce que nous avons une très belle organisation de nos structures, donc ces services-là existent. C'est déjà un très bon départ de pouvoir penser à ce service. Maintenant, il faut mettre des personnes, des professionnels dans ces différents services. Parce que les différents services d'archivage dans nos hôpitaux sont en général gérés par des majors de service, par des infirmiers, et je pense qu'on gagnerait beaucoup plus à avoir des professionnels dans leur service. C'est-à-dire que moi, je suis médecin dans un hôpital, ne m'affectez pas la logistique, d'accord? Parce que la logistique hospitalière, c'est pas ce que je connais. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons des services d'archivage dans nos hôpitaux, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons y mettre les personnes qualifiées, des archivistes professionnels. En commençant par ma clinique, hein, parce que j'y pense, et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour le dire ici, j'ai vraiment besoin, peut-être commencer par un stagiaire, mais j'en ai besoin pour que les archives soient mieux gardées. Merci, c'est enregistré et ce sera partagé à toute notre communauté. D'accord. Alors, vous êtes conseiller spécial. Hmm? D'accord.
Et bien évidemment, vous rencontrez le ministre de la Santé. Alors, quel argument utiliseriez-vous pour le convaincre que l'archiviste est un pilier de la sécurité sanitaire nationale? Ok, je n'avais pas vu cette question. Donc, pour ce qui est du ministre de la Santé, il faut dire déjà qu'en termes de, parce que le ministre de la Santé connaît bien les piliers en fait de la sécurité sanitaire. Et les piliers de la sécurité sanitaire, c'est anticiper, décider et rendre compte. Et la sécurité sanitaire, c'est ça, ces piliers. Et chacun de ces piliers-là dépend directement du travail des archivistes. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je vous disais que lorsque j'ai fait ma formation de gestionnaire des systèmes de santé, en fait, l'archivage revenait à tous les niveaux. Parce que la sécurité sanitaire, c'est vraiment anticiper, décider et prendre et rendre compte. Anticiper, c'est, on va dire, savoir que anticiper, la mémoire est un outil de prévention. Mais cette mémoire-là, ça veut dire que les données sont gardées, que les données sont classées. Et il faut dire que les crises sanitaires ne sont pas totalement inédites. En général, les pandémies, les scandales, ainsi de suite, c'est des choses en fait qui se répètent dans le temps et qui, lorsque elles sont anticipées, parce qu'il y a eu une mémoire, parce qu'il y a des données, à ce moment-là, on est, je vais dire, à l'abri de certaines choses où on les gère mieux. Je parlais aussi du deuxième palier qui est de décider. Décider, c'est en fait la traçabilité des données protège l'État. En matière de santé publique, chaque décision engage des vies humaines. Dès que tu prends une décision en santé publique, tu engages des vies humaines, tu engages des budgets qui sont souvent colossaux, tu engages la responsabilité juridique de l'État. Et nous, en santé publique, en fait, ce sont ces trois choses-là qu'on regarde à chaque fois avant de prendre une décision. Qu'est-ce que cela implique au niveau des vies humaines? En termes de budget, est-ce que la décision que nous prenons nécessite véritablement d'être appliquée à cause des budgets? Est-ce que l'État n'est pas mis à mal? Et dans ce cas de décision-là, en fait, les activistes assurent la traçabilité des décisions. Quelle décision a été prise en 1960? Quels en a été les résultats? Les preuves réglementaires, ce qu'on veut faire aujourd'hui, est-ce que ça correspond à une certaine réglementation ou pas? La sécurisation des documents stratégiques. Il y a des décisions stratégiques qui ont été prises. Est-ce que ces documents-là sont sécurisés? Juste pour la petite histoire, lorsque je me retrouve médecin-chef de Shell Gabon, il nous est demandé de retrouver le document qui a permis à Shell Gabon d'ouvrir la clinique. Nous avons mis à peu près, je vais dire quasiment 1 an pour retrouver ce document-là. Et pour le retrouver en sachant que lorsque moi j'arrive, ce service-là, à Shell Gabon en 2008, la clinique existe depuis 40 ans. Donc, on me demande de retrouver un document d'il y a 40 ans en arrière. Il n'y a pas d'archives. Cela n'existait pas. Je vous assure que c'est vraiment, heureusement qu'en Afrique, on a ce qu'on appelle la transmission orale. Il a fallu que je retrouve l'ancien médecin-chef qui vivait désormais un Anglais qui vivait désormais en Afrique du Sud. J'ai retrouvé le monsieur qui m'a dit
de voir un chef coutumier parce qu'il était dans la commission. Je vous assure, c'était quelque chose de terrible. Et donc, la sécurisation des documents stratégiques est capitale. Et ça, ce sont les archivistes qui font ça. Et la protection des données sensibles, parce que les données qui sont sensibles à un État ne doivent pas être aux mains de tout le monde, doivent être correctement gardées par les personnes adéquates. Donc, en cas de contention, c'est le plaidoyer que j'aurais en fait au niveau du ministre, savoir anticiper, décider et en faire rendre compte. La confiance du public en dépend. On doit pouvoir rendre compte. Donc, ce qui est important, c'est la confiance dans la sécurité sanitaire. Donc, transparence, accès à l'information, vérification des décisions. Le public doit pouvoir être confiant à notre système de santé. Mais cela, s'ils ont accès à certaines décisions et la possibilité de les vérifier. Et donc, sans le système d'archivage professionnel, comme je le disais, on a la perte des documents, on a l'altération des données, on a la suspicion d'opacité, on pense qu'on veut tricher, qu'on veut mentir. Et donc, pour moi, la transparence n'existe pas sans archives structurées. En gros, voilà mon point pour le ministre de la Santé. Je partirai sur le point de la sécurité sanitaire qui va sur 3 piliers. Merci beaucoup, docteur. Je pense que nous sommes arrivés au terme de cette interview. Peut-être un mot de fin. Un mot de fin. Mon mot de fin serait je pense que nous sommes à l'ère du numérique et que le numérique est très, très, très important aujourd'hui et que nos hôpitaux, nos données sanitaires méritent d'être mieux gardées. Mais il faut dire que le numérique ne reste pas aussi sans risque. Les risques du numérique, il y a les risques de cyberperte, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, la disparition de données, l'atteinte à la confidentialité, parce que nous sommes quand même dans le monde de la santé où nous avons des normes en termes de responsabilité pour la gestion des données personnelles et aussi l'obsolescence des formats. Et donc, nous avons ces différents points-là, mais je dirais pour conclure que l'archiviste, je le disais tout à l'heure, est à la sécurité sanitaire ce que sont les fondations d'une maison à la construction. L'archiviste est invisible, mais très indispensable. Les fondations d'une maison déterminent tout. Elles sont invisibles, mais ce sont elles qui font la qualité de la maison. Investir dans les hôpitaux, investir dans le matériel médical, investir dans la formation du personnel, c'est très important. Mais il est tout aussi important d'investir dans l'archivage parce que c'est réduire les risques juridiques, c'est améliorer la qualité des politiques publiques, c'est renforcer la résilience nationale et protéger la mémoire sanitaire stratégique d'un pays. Et donc, pour moi, vraiment, l'archiviste reste, comme tous les autres piliers de la santé, du personnel de santé, un personnel capital pour l'amélioration des conditions de santé dans un hôpital, dans un pays. Voilà, merci. C'est nous qui vous remercions. Nous rappelons que nous étions avec le docteur Okom Essima Régine, épouse Mabiala, médecin spécialisé dans la gestion des structures hospitalières et de gestion des systèmes de santé. Merci encore, docteur. Ce que vous venez de décrire, ce ne sont pas seulement des dossiers, c'est l'empreinte vitale de nos populations. Nous avons vu ensemble qu'entre l'urgence médicale et la décision du médecin, il y a un fil invisible, c'est l'information. Le message
nous tous est profond. La modernisation de nos hôpitaux africains ne se fera pas seulement avec des bâtiments ou des équipements, mais avec une mémoire organisée. L'archiviste professionnel est le copilote du médecin, le garde du corps de la vie privée du patient et la sentinelle qui veille sur notre système de santé. Directeurs d'hôpitaux, décideurs, comprenez que chaque archive perdue est une chance de survie en moins. Ne voyez plus l'archivage comme un coût, mais comme l'assurance vie de votre institution. Investir dans vos archives, c'est au sens propre investir dans le droit de vivre. Merci de nous avoir suivis. Gardons la mémoire vive et on va peut-être se dire à très bientôt. Chers auditeurs, si cette émission vous a apporté de la valeur, likez, partagez pour nous soutenir. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs échanges avec les leaders des domaines. Commentez en nous disant quelle question ou quelle réponse a le plus résonné avec votre profession. Merci de votre fidélité. Faisons de l'archivage le levier stratégique de performance qui valorise nos organisations. À très bientôt. À bientôt. Merci.